17 mai 2022, chers téléspectateurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal version française sur Viva. Tout de suite, concernant les actualités de ce jour, les changements en matière de circulation automobile au niveau d'un douane laquelle et d'un Bouzatouf seront bel et bien appliqués à partir de ce dimanche. Les usagers pourront s'y adapter progressivement dès cette semaine. Les marchands et les concernés par ces nouvelles dispositions ont déjà donné leur accord selon la commune urbaine d'Antananarive. Des dispositions qui, d'après cette dernière, est la solution efficace face aux embouteillages. Reportage de Sylvain et Secha Angianab. La stèle de la commémoration du 29 mars ainsi que l'intersection au niveau du tunnel d'Ambouïda seront désormais des îlots. Par ailleurs, un rond-point sera mis en place devant la stèle commémorative à la lutte contre le sida. Ces nouvelles dispositions, ainsi que le déplacement des arrêts de bus, constitueront la solution pour mieux gérer la circulation d'Analakil à Bouzatouf, d'après les explications. Des experts ont analysé ce schéma durant des mois. À compter de cette semaine, les usagers de ces itinéraires s'y habitueront progressivement avec l'aide des policiers de la circulation, avec son application à partir du 22 mai prochain. Les voies seront également élargies, tandis que des nouveaux marquages au sol et des panneaux d'indication seront mis en place avant cette date. La journée du 17 mai est également la journée mondiale des télécommunications. Parmi les réformes mises en œuvre par le ministère du Développement numérique, de la transformation digitale, des postes et des télécommunications, la libéralisation du secteur de la télécommunication à travers la grande île, la couverture mondiale, nationale des réseaux téléphoniques, l'inclusion financière ou encore la réforme de la tarification d'Internet. Ces points ont été discutés à travers des conférences débat durant la célébration de la journée mondiale des télécommunications aujourd'hui. Nadera Goutouma, Venzar Ranjiansu y était. Le réseau de télécommunications couvre actuellement jusqu'à 80% de la grande île, mais l'exploitation de ce réseau reste encore problématique car il n'est utilisé qu'à seulement 20% de sa capacité. Une situation due notamment au coût. Il est de l'attribution du ministère du Développement numérique, de la transformation digitale, des postes et des télécommunications de solutionner ces problèmes à travers des réformes afin que la population puisse bénéficier des services des télécommunications. Parmi les solutions figurent, entre autres, la libéralisation du secteur des télécommunications. Selon le ministre de tutelle, cette libéralisation ne constitue pas forcément à faire entrer d'autres opérateurs à investir à Madagascar. Nous pouvons par exemple faire bénéficier la fibre optique aux autres opérateurs, car seulement 2 opérateurs possèdent la fibre optique et peuvent couvrir le territoire national. Il s'agit aussi de mettre en place la réforme économique à travers la réglementation du système de mobile monnaie, notamment en les faisant collaborer avec les banques de microfinance dans le pays. La tarification de l'Internet peut aussi être réglementée à travers l'Artec, selon le ministre, en mettant en place le plafonnement du prix de l'Internet à Madagascar. Mais tout cela se fera à travers des concertations et des négociations, a-t-il ajouté, lors de la Journée mondiale des télécommunications qui a été célébrée à travers des conférences-débats aujourd'hui à Ndjar. Les épreuves du CEPE blanc sont reportées pour le 24 mai prochain pour la circonscription scolaire d'Antananarive, selon les explications des responsables. Par contre, elles se sont bien déroulées ce jour pour la circonscription scolaire d'Ansimjan. Fin Gessène Mireille sur les images de Yves Janel. Les épreuves dans le cadre de CEPE blanc dans la circonscription scolaire d'Antananarive sont reportées d'une semaine si elles devaient se tenir aujourd'hui. Selon les explications fournies par la Cisco, elles auront lieu le 24 mai prochain. Pour la circonscription scolaire d'Ansimjan, par contre, elles se sont tenues comme prévu ce jour. Pour le cas du ZAP Tamboucharaab, où 806 élèves issus de 28 établissements publics et privés ont passé le CEPE blanc. Les épreuves se sont bien passées en général et 10 élèves ont manqué à l'appel, rapporte le chef ZAP. Certains parents ont tenu à assister leurs enfants pour les soutenir moralement. En effet, ces derniers prennent le CEPE blanc très sérieusement, presque comme l'examen officiel du CEPE. À titre de rappel, le CEPE se tiendra officiellement le 21 juin prochain pour tout Madagascar, soit dans un mois. De nombreux mineurs travaillent dans l'exploitation minière à Madagascar. Un projet pour lutter contre le travail des mineurs au sein de la carrière d'extraction du mica dans la région d'Anous a été mis en œuvre par une organisation non gouvernementale et le ministère du Travail et le ministère des Mines.
Une délégation conduite par la présidente de l'ONG est venue rendre visite aujourd'hui au ministre des Mines et des Ressources stratégiques pour en discuter. Christelle Rakoutoumala nous en dit plus dans ce reportage. Plus de 100 000 mineurs, garçons et filles, souffrent de malnutrition chronique dans la partie sud de l'île, raison pour laquelle ils sont contraints de travailler dans les mines de Mika, à Chanmar, Ambatouab et Béar. En général, ces enfants travaillent 10 heures par jour. Pour lutter contre le travail des mineurs dans l'exploitation de Mika, dans la région d'Anoussi, un projet est mené par une organisation non gouvernementale en collaboration avec le ministère du Travail et le ministère des Mines et des Ressources stratégiques. Mis à part l'exploitation du Mika dans le sud, des mineurs travaillent également dans l'exploitation de l'or. Le ministre Rakoutoumala Olivier a saisi l'occasion de cette rencontre pour partager son souhait d'élargir le projet dans l'éradication du travail des enfants dans l'exploitation artisanale de l'or à Madagascar. La délégation conduite par la présidente de l'ONG Pacte effectuera un déplacement à Fort-Dauphin durant 2 jours pour le lancement du projet de lutte et d'éradication du travail des enfants dans les mines de Mika dans le sud de Madagascar, en l'occurrence dans la région Anoussi. L'objectif étant de constater de visu les réalités sur terrain et ainsi de conjuguer les efforts avec les responsables étatiques et les communautés locales. Et à l'occasion de l'année européenne de la jeunesse 2022, l'Union européenne apporte son appui aux jeunes malagasy, notamment les jeunes artistes. Dans ce cadre, l'Union européenne a confié la réalisation d'une fresque à Antsakavir à une association de jeunes artistes dans le monde de l'art visuel et a offert un don financier à cette association dont la dotation s'est tenue aujourd'hui. Toujours une Rakoutouma, Venzaharanjiansu. Une œuvre qui montre la diversité et les origines des Malagasy, c'est ce que ces jeunes au sein de l'association Plumart ont voulu représenter à travers cette fresque murale. Cette association qui regroupe 220 membres œuvre dans le domaine de l'art visuel à travers diverses disciplines. Ainsi, l'Union européenne leur a confié la réalisation de cette fresque pour marquer l'appui de cette organisation aux jeunes, mais aussi dans le cadre de cette année européenne de la jeunesse. Il s'agit aussi d'une collaboration de l'Union européenne avec la commune urbaine d'Antananarivo qui a mis à la disposition de ces jeunes ce support mural. Donc là, on a choisi Plumart. Bon, évidemment, grâce à l'hospitalité et aussi l'appui de la mairie de Madagascar, de la commune urbaine d'Antananarivo, pour effectivement faire quelque chose qui soit en même temps simple et quand même qui frappe l'image des gens qui passent. Et en effet, il y a des visages des jeunes malgaches qui un peu témoignent l'avenir et l'espoir en même temps. Et Plumart, c'est choisi aussi, à part pour leurs capacités techniques que vous pouvez tous admirer à l'extérieur, mais aussi pour le travail qu'ils font de diffusion des techniques artistiques. Dans la foulée, l'Union européenne a offert un don financier de 18 500 ariars à cette association de jeunes artistes. Sur un tout autre sujet, dans le domaine de l'accès à l'eau potable, l'Union européenne développe un projet intitulé Tana Water Free. Il s'agit d'un projet visant à déconcentrer le système de production d'eau à Antananarivo afin d'en sécuriser l'exploitation. Ce projet consiste également à installer de nouveaux tuyaux ou à remplacer des tuyaux vétustes. L'extension de ce projet dans d'autres régions, surtout dans la partie sud de l'île, a été également évoquée lors de la visite de courtoisie effectuée par l'ambassadeur de l'Union européenne auprès des ministres de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène. Le budget du projet Tana Water Free, un projet en collaboration avec l'Union européenne, s'élève à 73,3 millions d'euros. Il vise surtout à résoudre les problèmes d'approvisionnement en eau dans la ville d'Antananarivo et des circonscriptions environnantes à travers l'installation de nouvelles stations d'eau à Mbuchmanzak, Nkanjatumbo et Faralaz-Atalantamati. Le ministère de l'eau et l'Union européenne comptent renforcer cette collaboration en étendant ce projet dans les autres régions, particulièrement dans la partie sud de l'île. Et on a eu la possibilité aussi d'échanger sur les possibilités de coopération dans le sud. En effet, l'Union européenne est très présente aussi dans le sud de Madagascar où il y a un problème d'eau. Et évidemment, à côté des nos efforts ici à Tana, on est en train de raisonner ensemble pour les perspectives de développement pour ces régions dans lesquelles l'eau a un rôle essentiel. Effectivement, on donne beaucoup de valeur à la coopération avec le ministère parce qu'effectivement, elle touche des questions qui sont très proches de la qualité de vie des gens, de Tana, du sud et du reste du pays. La Banque européenne d'investissement, ou BEI, et la Commission de l'Union européenne en sont les partenaires financiers.
l'ambassadeur de l'Union européenne à Madagascar, lors de sa visite de courtoisie au ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène à Mbuzatouf ce jour, a exprimé la volonté de l'Union à continuer le projet. Un individu cherche à s'accaparer d'une propriété de 5 hectares dans le Foukitan d'Ankadie Fadzour, commune à Pantukan dans le district d'Ambujachim, alors que le propriétaire du terrain dispose de tous les documents officiels y afférents. Selon les explications, 3 des propriétaires ont déjà vendu leur propriété à cet individu. Si les 10 restants subissent des pressions et des intimidations. Reportage. Un terrain de 5 hectares dans le Foukitan d'Ankadie Fadzour, commune de Pantukan, district d'Ambujachim, fait l'objet d'un litige entre les propriétaires et un individu qui est également détenteur d'une propriété dans cette localité. Au total, 10 personnes sont propriétaires de ce terrain qui se situe à proximité de celui de cet individu. Ce dernier fait pression sur ses propriétaires d'après leur doléance ce jour. D'après le rapport du député de Madagascar élu dans cette circonscription, cet individu utilise d'énormes ressources financières et s'appuie sur la complicité des employés du BIF, au bureau local foncier et d'un conseiller municipal pour parvenir à ses fins. Selon le député élu dans cette circonscription, le conseiller s'est même permis de sortir un décret qui favorise la partie adverse, ce qui est totalement illégal, souligne le député, d'où son engagement pour défendre le Fuknuln. Selon les explications, les 2 camps disposent d'attestations similaires. Néanmoins, certains responsables au sein du BIF estiment que celle des propriétaires n'est plus valable. Ces derniers en appellent aux autorités compétentes pour trancher sur ce litige. L'ordre du jour de l'Assemblée nationale dans le cadre de sessions parlementaires a été adopté ce jour à l'unanimité des 33 députés parmi les 151 qui ont assisté à la séance de cet après-midi. Il contient essentiellement les tâches des différentes commissions et l'analyse de chaque projet de loi. Et concernant les actualités internationales à présent, l'offensive russe dans le Donbass s'intensifie et a fait 10 morts lundi dans un important centre administratif encore sous le contrôle de Kiev. À Mariupol, les militaires ukrainiens stationnés à Azovstal, dont quelques 260 ont déjà été évacués lundi, ont rempli leur mission de combat, a salué l'état-major. France 24. C'est une cible prioritaire pour Moscou depuis le début de son invasion en Ukraine. La ville de Mariupol, ravagée par des semaines de siège, est désormais sous le point de tomber entièrement sous contrôle russe. La chute de l'usine Azovstal, dernier bastion de résistance ukrainienne dans la ville, représenterait d'abord une prise tactique pour Moscou, plus qu'un véritable gain territorial. La Russie pourrait ainsi renforcer son emprise sur une large bande de terre qu'elle contrôle déjà et qui lui permet d'assurer la jonction entre ses troupes de la Crimée au nord du Donbass. Le siège de Mariupol a mobilisé des moyens considérables de l'armée russe avec l'engagement d'une douzaine de groupes tactiques de bataillons. Des soldats qui pourraient être redéployés sur d'autres zones du conflit, malgré un État affaibli par des semaines de combat. La conquête de Mariupol offrirait aussi un succès politique à Vladimir Poutine, qui justifie son invasion par sa volonté de dénazifier l'Ukraine. C'est dans cette ville qu'est né le régiment Azov, celui qui a résisté depuis l'usine Azovstal et dont certains membres se revendiquent de l'idéologie néo-nazie. Avec la prise de Mariupol, la Russie mettrait aussi la main sur un poumon économique, 4e port d'Ukraine. La ville est un centre industriel majeur, avec les usines sidérurgiques d'Azovstal et Ilitch, qui employaient des dizaines de milliers de personnes avant la guerre. Mais plus de 90% des infrastructures de la ville sont désormais détruites, selon les Ukrainiens. Le président américain Joe Biden se rend mardi à Buffalo, dans l'État de New York, théâtre samedi d'une tuerie raciste dans un supermarché qui a fait 10 morts dans la communauté afro-américaine. Un nouvel épisode de violence par arme à feu qui a choqué le pays. Toujours un reportage de France 24. Le périmètre est bouclé par les forces de l'ordre. Des coups de feu ont retenti dans cette église presbytérienne, fréquentée essentiellement par des fidèles d'origine taïwanaise. Vers 13h30 ce dimanche, une quarantaine de personnes déjeunent après le service religieux. C'est alors qu'un homme fait irruption et tire sur les convives, faisant plusieurs victimes, mais un groupe de paroissiens réussit à maîtriser le tireur présumé. Ce groupe de fidèles a fait preuve de ce que nous considérons comme un héroïsme et une bravoure exceptionnelle en intervenant pour arrêter le suspect. Ils ont sans aucun doute évité des blessures et des décès supplémentaires.
Le suspect n'a pas été blessé au cours de l'incident et a été placé en détention. Il s'agirait d'un homme asiatique d'une 60aine d'années. Les enquêteurs sont toujours à la recherche d'un mobile. Cette fusillade est la deuxième en moins de 24 heures aux États-Unis. Samedi à Buffalo, dans l'État de New York, un jeune homme de 18 ans a tué 10 personnes dans ce qui est considéré comme une attaque à motivation raciale. Nous devons tous travailler ensemble pour combattre la haine qui demeure une tache sur l'âme de l'Amérique. Nos cœurs sont lourds une fois de plus, mais notre détermination ne doit jamais, jamais faiblir. Le président Joe Biden se rendra demain à Buffalo. Et pour parler de La communauté internationale a salué lundi l'élection d'Hassan Sheikh Mohamud à la tête de la Somalie, l'appelant à prendre en main les problèmes de ce pays pauvre et instable de la Corne de l'Afrique, paralysé depuis plus d'un an par une profonde crise politique. Hassan Sheikh Mohamud, 66 ans, déjà président entre 2012 et 2017, a été élu dimanche par les parlementaires somaliens face au chef de l'État sortant, Mohamed Abdali Mohamed dit Farmajo. France 24. Félicité par le président sortant, le regard du nouveau chef d'État somalien se tourne déjà vers l'avenir. Pensons à demain, pas à hier et à ce qui s'est passé. Je travaillerai à un avenir brillant et à un bel avenir pour que mon peuple puisse vivre dignement. Hassan Sheikh Mohamud n'en est pas à son premier coup d'essai. Il avait déjà dirigé la Somalie entre 2012 et 2017. Ancien universitaire et militant des droits de l'homme, il s'était forgé une réputation de pacifiste, ouvert d'esprit et tolérant. Mais son mandat avait été entaché par des accusations de corruption. Il hérite aujourd'hui d'un pays instable, miné par une insurrection djihadiste, une sécheresse historique et une crise économique qui ne cesse d'empirer. Des défis auxquels le nouveau président devra s'attaquer sans attendre. J'espère qu'il créera des emplois pour les jeunes au chômage qui vivent dans une situation difficile. Il devrait se concentrer sur la sécurité et traduire en justice tout soldat du gouvernement qui tue des gens sans raison. C'est un sage et un aîné qui peut travailler avec tous les partis politiques somaliens. Mais avant de commencer à construire, Hassan Sheikh Mohamud devra d'abord réparer les dégâts du mandat de son prédécesseur et réconcilier une classe politique plus fracturée que jamais après 1 an et demi de crise. C'est également avec ce reportage que nous terminons le journal d'aujourd'hui. Merci de votre fidélité et restez sur Viva car tout de suite, après ce journal, vous avez rendez-vous avec le film de la soirée d'Exploré Tower. Passez une excellente soirée sur Viva.